On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à cette maison de la citoyenneté. On évoquera cette rentrée particulièrement chargée. On dira aussi un mot de ce qui se passe dans le monde, de la situation internationale. On n'est pas à la mairie, on est de l'autre côté de la rue. On est dans cette maison de la citoyenneté qui avait été inaugurée à la mi-novembre. Donc vous avez tenu à ce qu'on s'installe ici pour ce nouvel équipement. En tout cas cet équipement municipal récent. C'est d'être un lieu dédié aux citoyennes et aux citoyens de notre ville, au mouvement associatif, avec la volonté d'en faire un lieu de rencontre, d'échange, de débat, de confrontation d'idées, de construction aussi collective à partir des problématiques que l'on peut rencontrer, de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Et donc c'est une maison qui a vocation à vivre à l'unisson des Courneviennes et des Courneviens. Et je souhaitais, voilà, avec cette conférence de rentrée, on contribue à faire un peu de publicité pour cette maison qui est animée par Evry Zilkli, qui consacre toute son énergie avec beaucoup de talent, qui accueillera d'ailleurs, je crois, Jean Marson, mon prédécesseur, comme invité du mois, mardi prochain, le 16, si ma mémoire me fait pas défaut. Et donc c'est un lieu qui est... Voilà, qui a vocation à être un lieu approprié par les Courneviennes et les Courneviens, un lieu de ressources. Et donc, voilà, c'est l'occasion de lui faire de la publicité, de contribuer à ce qu'il a déjà commencé à prendre plein d'initiatives, mais qui se développe encore. Je trouve que c'est un formidable outil, donc voilà. Une rentrée scolaire particulière, puisque, et ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est les nouveaux rythmes, la réforme des rythmes scolaires commence à s'appliquer. Elle avait commencé dans quelques villes l'an passé, elle commence à se généraliser, à s'appliquer partout. Comment ça se passe cette rentrée à la Courneuve ? Mais effectivement, c'est une rentrée un petit peu exceptionnelle. Je serais tenté de dire que cette rentrée, voilà, tout a été mis en œuvre du côté de la municipalité, de nos services, mobilisation des enseignants. Voilà, moi ce que je retiens, c'est que voilà, cette mobilisation a permis que il n'y ait pas de couac majeur. Ceci étant, on reste quand même avec quelques préoccupations. La première, c'est sur des classes qui ne sont pas encore ouvertes. Je pense à l'école maternelle Angela Davis, je pense à l'école maternelle Charlie Chaplin, où normalement, au regard des effectifs qui sont inscrits, des enfants qui sont là, il devrait y avoir au moins ces 2 ouvertures supplémentaires aux 3 que nous avons déjà obtenues. C'est peut-être la première fois où, alors que les effectifs, de façon indiscutable, demandent une ouverture de classe, que l'ouverture de classe n'est pas prononcée, pas parce que le DAZEN est un affreux personnage, mais parce que globalement, il n'a pas les postes, les enseignants disponibles. Je crois que voilà, on vit les résultats des 10 dernières années où on a saigné à blanc l'éducation nationale, où on a supprimé 80 000 postes. Et donc, même si le gouvernement a essayé de créer des postes, on est toujours dans une situation de décalage entre les réalités, les besoins qui s'expriment et le nombre d'enseignants. De ce point de vue-là, personnellement, moi, je crois que nous aurions besoin, parce que nous sommes quand même de façon structurelle dans une situation où sur des territoires comme le nôtre, à la Courneuve, c'est particulièrement vrai, mais on est dans une situation où l'éducation nationale, malgré tout, dépense moins d'argent, de l'ordre de 45% de moins que pour un élève parisien. Et donc il y a vraiment une question là de discrimination qui reste posée, qui a déjà été posée, que personnellement j'avais posée quand on avait interpellé la HALD en portant plainte pour discrimination sociale et territoriale. Et je crois que cette question-là reste posée. Et dans les jours qui viennent, moi je lancerai un appel à la ministre, au recteur de l'académie, au directeur de l'académie, aux maires, aux députés, aux parents d'élèves, pour créer les conditions que nous nous mettions autour de la table pour travailler à ce qui est, me semble-t-il, une urgence, aux enseignants bien évidemment, de construire un plan de rattrapage pour l'école en Seine-Saint-Denis. Je crois que cette question-là se pose de façon aiguë, parce qu'aujourd'hui, un enfant scolarisé en Seine-Saint-Denis, en moyenne, a 10-15% moins de chances d'avoir des résultats
de même nature que la moyenne nationale. Et donc là, il y a un vrai enjeu qui se pose. Sur les rythmes, très rapidement, on a une ambition pour la rentrée 2015. On avait demandé à ce que l'Éducation nationale nous autorise à préparer ces nouveaux rythmes pour la rentrée 2015 avec la volonté de libérer une après-midi par tiers sur la ville, c'est-à-dire qu'un tiers de la ville serait libéré le lundi, un autre tiers le mardi, un autre tiers le jeudi, pour que nous puissions faire du vrai travail périscolaire, éducatif, social, culturel, sportif, et de pouvoir monter de vrais projets, y compris sur la base de la gratuité. Malheureusement, l'Éducation nationale ne nous a pas autorisé à faire cela. Donc pour cette rentrée, nous sommes rentrés dans une démarche un petit peu minimale, en finissant l'école à 15h45, ensuite avec les TAP et l'étude. Les services sont mis en route, les choses commencent à se mettre en place, on est en train de régler, et on va encore continuer à régler un petit peu ce fonctionnement. Globalement, les choses, je dirais, se passent pas trop mal, mais nous allons nous engager très rapidement avec Muriel Tendron, qui est chargée de ces questions-là, pour construire ces nouveaux rythmes d'ici la fin de l'année calendaire, pour préparer une rentrée 2015 qui permette d'avoir avec ces rythmes scolaires, une vraie ambition éducative qui permettent aux enfants de découvrir réellement ces activités sportives, culturelles, de loisirs que nous souhaitons construire avec la communauté enseignante, enseignants, parents, et bien évidemment avec l'ensemble du personnel et les élus de cette majorité. Donc voilà, on est dans cette perspective-là, mais il y a une première priorité, me semble-t-il, c'est voilà, comment on crée les conditions que l'éducation nationale, sur cette question centrale qui décide un petit peu de l'avenir de notre population, comment on va créer les conditions d'engager ce débat-là pour construire un vrai plan de rattrapage qui permette la réussite de chacune et de chacun de nos enfants. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si vous avez des questions sur cette rentrée et sur les rythmes scolaires tout à l'heure, notamment avec Muriel Tendron. On va continuer à parler de la rentrée, mais de la rentrée politique cette fois. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été un petit peu agitée depuis la fin du mois d'août. Changement de gouvernement, quelques épisodes à rebondissement. Le tout sur fond de difficultés économiques, de difficultés sociales. Je fais allusion à ce que l'INSEE a publié aujourd'hui, son bilan annuel, alors qu'il porte sur l'année 2012, qui a été publié aujourd'hui, et qui fait état d'une baisse du niveau de vie des Français de l'ordre de 1%, et qui détaille notamment pour l'ensemble des catégories sociales cette baisse, et qui frappe, d'après l'INSEE, davantage les catégories populaires, et donc je pense la population d'une ville comme La Courneuve. Donc comment vous réagissez d'une part à cette annonce de l'INSEE, et puis qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce changement de gouvernement, cette rentrée politique et les différents événements? On ne va pas forcément les commenter tous, hein. On va laisser aux libraires ce qui relève des libraires, mais pour ce qui est de l'actualité politique, comment est-ce que vous réagissez? Les chiffres qui ont été publiés là, effectivement de l'INSEE qui montrent que pour la première fois, le revenu moyen par habitant baisse dans notre pays et qui touche particulièrement les catégories populaires, particulièrement les femmes seules, et on sait que par exemple qui ont des enfants, et on sait que par exemple sur une ville comme la nôtre, c'est une partie de la population importante. Et donc voilà, l'INSEE confirme ce que vivent les Courneuviennes et les Courneuviens, c'est-à-dire une situation de plus en plus difficile, une situation où, aux espoirs de changement qui avaient mobilisé les électrices de notre ville, c'est beaucoup de déception, beaucoup de désarroi, beaucoup d'inquiétude, et une situation qui, moi personnellement, je dirais, me préoccupe beaucoup, d'une part parce que je dirais c'est la question de l'avenir de la gauche qui est posée à travers ça. On voit comment, je dirais, moi j'ai lu une enquête d'opinion qui ne vaut que ce qu'elle vaut, parce que c'est une enquête un instantané, mais qui nous dit quand même que le Front National, je dirais dans un deuxième tour face à François Hollande, serait élu président de la République. C'est-à-dire qu'on est en train de casser, je dirais, les bases républicaine de notre pays. Je trouve que c'est une situation excessivement préoccupante. Et je
je dirais, les orientations qui ont été confirmées par ce changement de gouvernement montrent que voilà, les orientations profondes restent voilà, de continuer dans cette voie qui conduit notre pays à battre les records de chômage. On est à 5,4 millions de personnes inscrites au Pôle emploi. À la Courneuve, c'est 4500 Courneviennes et Courneviens qui sont inscrits au Pôle emploi. C'est le pouvoir d'achat, j'en disais un mot, c'est tout l'avenir de notre population qui est en jeu et avec de grandes souffrances chez les Courneviennes et les Courneviens. Et malheureusement, dans ce changement de gouvernement, ce que j'y ai vu, moi, c'est la volonté de continuer ce qui a conduit et ce qui conduit à cette situation. C'est une voie, je le pense, moi, très sincèrement, et sans polémique, sans issue, qui ne va que continuer à creuser les inégalités, accroître les difficultés des Courneviennes et des Courneviens, et qui va aussi contribuer à dégrader les services à la population. Je ne prends qu'un exemple. Quand le gouvernement décide de continuer à faire des économies sur la dépense publique et qui programme dans le prolongement de ce qui s'est déjà passé en 2014, mais sur 2015, 2016 et 2017, 20% de baisse des dotations de fonctionnement aux collectivités territoriales, pour la Courneuve, ça représente 4 millions d'euros en moins sur le budget communal. Si j'ajoute à ça des décisions qu'il a prises et qui nous impactent directement dans le cadre de la réforme de la retraite, y compris des revalorisations des points d'indice, pour la Courneuve, sur les 3 ans qui viennent, c'est un coût de 6 millions d'euros de manque par rapport à la situation. Ça représente 10% du budget de la ville. Globalement, 60 millions d'euros. 10% de moins, ça veut dire que les services publics que nous mettons en œuvre, les ambitions qui nous ont rassemblés dans le programme que nous avons présenté aux Courneviens, risquent d'être questionnées, même si, bien évidemment, on va travailler, on va essayer de regarder notre gestion pour optimiser nos moyens, etc. Mais on pourra gagner 1 million d'efficacité, 2 millions d'efficacité, mais là, on n'est pas dans ces, je dirais, dans ce fossé qui nous est promis dans le cadre de ce qui est annoncé, qui va nécessiter que on se mobilise pour faire entendre les besoins d'une ville comme la nôtre, qui était 41 milliards de subventions supplémentaires au patronat. Moi, j'ai lu aussi l'actualité, j'ai vu que les entreprises françaises étaient celles qui avaient reversé le plus de dividendes en 2013, de l'ordre de plus 30%. Et donc, ces milliards sont distribués sans véritable contrôle, sans véritable exigence. Qu'on aide les PME, les TPE qui créent des emplois, oui, mais ceux qui profitent le plus, ce sont les grosses sociétés. Rien que les banques vont encaisser 1 milliard d'euros. Ça va servir à quoi, ce milliard? Ça ne va pas créer des emplois, ça ne va pas faire un emploi de plus. Donc, il y a vraiment, je dirais là, un questionnement à avoir et avoir le courage de se repositionner. Moi, de mon point de vue, je pense que ça nous interpelle, nous, la gauche, et créer les conditions de montrer qu'il y a d'autres alternatives, d'autres choix possibles. Le président de la République et le Premier ministre, encore ce matin, disent précisément qu'il n'y a pas d'autres choix possibles, et au niveau français et au niveau international. Mais il n'y a pas d'autre choix à partir du moment où on décide de rester dans cette orientation. Mais on voit bien que cette orientation, que ce soit en France, mais aussi en Europe, elle saigne les populations et elle n'offre pas d'alternative. On voit, quand on a un chômage de plus de 20% en Espagne, quand on voit une Grèce qui est complètement exsangue, même si on nous a dit que grâce au tourisme cet été, ça allait un tout petit peu mieux, on voit bien que ce n'est pas la solution. Et donc, à un moment donné, il faut avoir le courage de casser ce moule. Je dirais que si on prend ne serait-ce que la fraude fiscale des grandes sociétés et puis des patrimoines les plus riches, ça représente près de 60 milliards d'euros. Et donc, on pourrait là économiser facilement les 2 tiers, les 3 quarts de cette somme pour, les mettre dans la distribution, pour augmenter les salaires. On a une économie qui est aujourd'hui au bord de la récession parce que quand le pouvoir d'achat baisse, la consommation baisse et ça a des incidences.
Et donc moi je pense qu'il faut que voilà, on ait le courage de repenser nos politiques, d'avoir des ambitions d'investissement. Si on prend que les collectivités territoriales, l'Association des maires de France a chiffré que cette baisse de dotation pour les villes, qui vont avoir que des impacts sur les salaires, donc sur du pouvoir d'achat, sur des investissements, donc là aussi sur l'emploi, va contribuer à supprimer 40 000 emplois dans le pays, cette décision-là, de baisse des dotations des villes. L'incidence, 40 000 emplois. Et l'incidence, la deuxième incidence, c'est une baisse de 0,7% du produit intérieur brut, donc de ce qui fait tourner la machine. Donc on voit bien qu'il y a besoin de renverser cette logique et de mettre l'argent de façon utile, y compris qu'on prenne la responsabilité, y compris au niveau national, d'avoir voilà, une vraie ambition d'investissement fort dans les infrastructures, dans le logement, où on sait qu'on est en panne de logement de façon structurelle, pour relancer cette économie. Et les travaux dans le bâtiment, ce n'est pas délocalisable, donc c'est des emplois pour nous, c'est donc du pouvoir d'achat, c'est donc des dynamiques économiques qu'il faut, je dirais, voilà, relancer. Et moi, je souhaite que voilà, dans notre ville, on prenne des initiatives dans ce sens, et personnellement, j'en prendrai pour que, voilà, on ait le courage d'affronter ces débats-là, parce que, voilà, la voie sur laquelle on est ne produit que des désastres humains, et en plus, elle ouvre la voie à tous les aventurismes politiques. Un mot aussi, et on le fait à chaque rentrée, et pas seulement à la rentrée, sur l'actualité internationale. On sait qu'il y a une grande sensibilité aussi à la Courneuve, la ville aux 100 nationalités, hein, autour de toutes les questions qui concernent le monde. Et là encore, cet été, c'est l'inquiétude qui domine. Dans une interview qu'il a donnée au journal Le Monde, le président de la République parlait de la situation la plus grave que nous ayons connue depuis 2001 pour qualifier la situation internationale. L'Ukraine, ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer à Gaza, l'État islamique, la situation en Libye qui est en train de se dégrader. Vous avez là aussi, dans vos contacts avec les Courneuviennes et les Courneuviens, des échos de préoccupation autour de cette situation? Oui, on sent que c'est quelque chose qui pèse énormément, parce que voilà, la guerre, c'est le seuil ultime de la crise. C'est-à-dire qu'on règle les problèmes en faisant des dizaines et des dizaines de milliers de morts, des destructions massives. Et donc, nombre de Courneuviens sont issus de ces pays qui connaissent ces situations de guerre et de crise particulièrement aiguës, et qui jettent voilà, le malheur et l'inquiétude chez les Courneuviennes et les Courneuviens. J'en ai eu quelques échos. On en a eu quelques échos notamment au moment où nous avons accueilli des enfants du camp de Bourg-el-Chamali, qui sont ce camp palestinien qui est situé à la frontière, qui est au Liban, mais à la frontière israélienne, qui nous ont fait part des inquiétudes qu'ils vivaient, mais y compris avec des amis ici. Je trouve que voilà, on vit une situation internationale, là aussi excessivement préoccupante, où, pour ce qui est de ce qui se passe en Palestine, on a un État, je dirais, israélien qui voilà, n'hésite pas à voilà, employer la méthode la plus dure, la plus barbare, de tuer plus de 2000 personnes sur Gaza, donc dont plus de 500 enfants qui sont décédés. Il y a 138 écoles de l'ONU sur cette petite partie de terre qui ont été détruites, c'est-à-dire que plus rien ne compte. Des hôpitaux, des cliniques, détruits par dizaines. En gros, c'est, je dirais, le marteau pour écraser une puce. C'est ça qui est en jeu. Et il a fallu, voilà, toute la mobilisation, bien sûr, des Palestiniens, mais aussi la mobilisation internationale pour qu'on ait un cessez-le-feu précaire. Mais il faut qu'on arrive à sortir de cette situation. En Palestine, pour le respect des droits des Palestiniens, pour avoir deux États qui puissent vivre, je dirais, libres et en paix, mais aussi sur tout ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, l'État islamique qui, voilà, une attitude, enfin, voilà, ces groupes excessivement préoccupants qui se servent de l'islam pour le salir et se comportent comme de véritables barbares.
Et donc on est dans une situation excessivement préoccupante. Et les Kurdes sont un petit peu seuls aujourd'hui pour résister à cette avancée, je dirais, de cette armée qui s'est dotée de moyens. Il a saisi l'argent qui était dans la banque de l'Irak. De ce point de vue-là, on voit bien comment la guerre ne règle rien. Rappelons-nous quand même, en 2003, nous avons fait la guerre à l'Irak pour régler le problème. On voit où ça nous a mené, où ça nous mène aujourd'hui, à la déstabilisation complète de toute cette partie de la planète. Comme quoi, la guerre ne peut jamais être la bonne solution. Et en Ukraine, on voit bien aussi ces tensions, ces affrontements qui sont à nos portes, où je dirais, la communauté internationale a joué les bouts au feu dans cette affaire. Tout cela, personnellement, nous interroge quand même profondément sur le rôle des institutions internationales, le rôle de l'ONU. Oui, la seule instance de discussion internationale puisse retrouver une véritable autonomie de penser, d'agir, de faire pression sur les États, de créer les conditions, de mettre tous les protagonistes autour de la table de manière à construire, je dirais, un monde qui soit un monde beaucoup plus solidaire et un monde de paix auquel l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des peuples, aspire de façon tout à fait légitime. Et là, il y a vraiment, de ce point de vue-là, à avoir, je dirais, une mobilisation complètement nouvelle sur ces questions de la paix, sous peine de voir ces conflits proliférer. Et donc il est temps que les peuples se remobilisent comme on a été capable de le faire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire en sorte que, je dirais, les escalades militaristes soient stoppées. Alors 5 mois de mandat, c'est pas encore l'heure du bilan, bien sûr, mais comment se passent ces premiers pas de cette nouvelle majorité? Peut-être quels sont les objectifs immédiats de votre programme que vous allez mettre en œuvre maintenant dans les mois qui viennent? Ben, ça se passe bien. Voilà, je veux rassurer tout le monde, ça se passe bien. Je crois que il y a une belle équipe qui s'est mise tout de suite au travail. Il y a eu du renouvellement important. Il y a des jeunes qui ont pris leur place dans cette équipe, bien sûr avec des communistes, des socialistes, des radicaux de gauche, mais aussi des citoyens engagés autour des valeurs de progrès que nous souhaitions porter et que nous portons dans je dirais, dans cette ville. Et tout ça s'est mis en route de façon très positive. Et moi, j'en suis très heureux. Et c'est une chose à laquelle je veillerai tout au long de ce mandat comme la prunelle de mes yeux, parce que je crois que c'est décisif si nous voulons avancer. Après, moi, j'ai eu 2 soucis. Le premier, de créer les conditions que nous apprenions, ou nous rapprenions, parce qu'on sortait d'une situation où on avait une gauche quand même fracturée dans cette ville, que nous réapprenions à travailler ensemble au service des Courneviennes et des Courneviens. Et donc dans ce cadre-là, on a mis en place, et quand on voit ce qui se passe, je dirais au niveau national, une charte des élus, de déontologie, de pratique, de façon à ce que les élus s'engagent à être là au service des Courneviennes et des Courneviens et pas à leur service. Et c'est important. Une charte qui nous a permis de poser les bases d'un travail partagé pour que nous puissions prendre le temps de l'échange, de la confrontation d'idées pour prendre les meilleures décisions, être le plus efficace, être dans les dynamiques les plus fortes au service des Courneviennes et des Courneviens. Nous avons mis à côté de ça une charte administration élue, de manière là aussi à faire ce lien entre l'ensemble de notre administration, les services et les élus, et là aussi coordonner le travail de manière à ce que ceci puisse être efficient et le plus pertinent possible. Nous avons, à partir de là, nous n'en sommes pas restés là bien sûr, mais nous avons sur ces bases-là qui étaient importantes, parce que
Il fallait qu'on crée les conditions de ce travail collectif, engagé sans attendre le travail. Le rythme scolaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons bien évidemment reproduit la Courneuve-Plage, qui est voilà, un événement pas complètement anecdotique, qui a accueilli plus de 45 000 Courneuviennes et Courneuviens. Nous avons aussi lancé la rénovation de notre administration, de nos services, en travaillant à un projet d'administration avec des projets de services qui vont éclore d'ici le mois d'octobre, y compris pour préparer l'ouverture du nouveau centre administratif mécano qui ouvrira au public le premier week-end de février, avec la volonté de faire en sorte que ce nouveau centre permette bien évidemment au personnel de travailler dans des conditions acceptables, de bonne conditions de travail, mais surtout permettre aux Courneuviens d'être mieux accueillis, mieux orientés, mieux servis dans les démarches qu'ils ont à faire en restructurant l'accueil. Ça nécessite, et on en discute aujourd'hui avec le personnel, discussion, élaboration, y compris un centre administratif que nous voulons davantage accessible aux Courneuviens. Ainsi, il sera ouvert avec une journée continue, de manière à ce qu'entre midi et deux, les personnes puissent faire des démarches. Il sera ouvert aussi le samedi matin, de manière à ce que ceux qui travaillent toute la semaine puissent aller au centre administratif le matin, de manière à avoir un véritable outil ouvert, disponible, et où les employés communaux, l'ensemble du personnel sera mobilisé pour rendre le meilleur service possible que les Courneuviens sont en droit d'attendre. Donc voilà, on a lancé un certain nombre de choses. À côté de ça, bien évidemment, nous avons continué à porter tous ces projets d'aménagement. On a officiellement lancé la réhabilitation du groupe Robespierre-Jules Vallès. Nous avons lancé la reconstruction d'un nouveau groupe scolaire à Rosenberg pour accueillir la montée en effectif. Je dois dire de ce point de vue-là que ce mandat va être fortement marqué par les investissements nécessaires en matière d'accueil pour le scolaire et le périscolaire. Si on fait la réhabilitation de Jules Vallès Robespierre, c'est 12 millions d'euros. La reconstruction de Rosenberg, c'est 15 millions d'euros. La reconstruction de Joliot-Curie élémentaire, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc on voit que les sommes sont relativement importantes, qui nous remet toujours sur cette question, je dirais, des moyens. Nous avons ouvert un premier centre social avec la Maison pour tous d'Anatole France, et à laquelle va succéder l'ouverture au mois de février de la deuxième Maison pour tous, deuxième centre social, qui va ouvrir à Verlaine, qui vont être là aussi des lieux de service, mais aussi de citoyenneté active, de manière à ce que les populations dans le quartier trouvent un lieu dans lequel ils vont pouvoir venir faire des activités, mais aussi débattre, discuter, se rencontrer, et donc en faire des lieux de vie qui permettent de tisser, de renforcer ces liens de solidarité auxquels nous sommes, je dirais, nous sommes tant attachés. Nous lançons là en ce moment la clôture des projets de rénovation urbaine, puisque nous arrivons à l'échéance de ce qu'on appelle l'ANRU 1 à la fin de l'année, avec la volonté d'intégrer à l'intérieur la démolition de Robespierre. Et puis nous préparons ce qu'on appelle l'ANRU 2 d'ici la fin de l'année de 2015, de manière à ce que la question du Mail Maurice de Fontenay puisse être traitée, la question du centre-ville puisse être aussi davantage intégrée, de manière à ce que les dynamiques que connaît notre territoire puissent être sur l'ensemble du territoire. Et dans ce cadre-là, y compris dans le cadre de ce qu'on appelle traditionnellement la politique de la ville, on va passer d'une situation où cette politique de la ville qui aide le mouvement associatif, qui aide les liens entre les habitants, qui étaient essentiellement concentrés sur ce qu'on appelle les 4000 Sud et les 4000 Nord, qui va être étendu à l'ensemble de la ville à partir de l'année prochaine, avec voilà, toujours cette volonté de développer des outils de proximité qui permettent de faire vivre voilà, ces valeurs de solidarité
auxquels nous sommes tant attachés. Et puis, voilà, nous allons aussi, je dirais, parce qu'on a senti que c'était une préoccupation forte dans le cadre des élections municipales, regarder comment, sur toutes les questions de proximité, être plus efficient. Et donc, avec notamment Rachid Maïza, qui est chargé de toutes les questions du cadre de vie, mais de sécurité, nous allons retravailler l'organisation de notre service prévention-sécurité, le travail que font les médiateurs. Nous avons expérimenté cet été la médiation de soir jusqu'à 11h du soir sur les 4 routes, avec des résultats plutôt satisfaisants qui nous donnent quelques idées sur comment on va travailler cette réorganisation de notre service, l'unité de fonctionnement, mais aussi la création d'une unité de police municipale qui passera au bureau municipal du 6 octobre pour être actée au conseil municipal du 6 novembre, avec la volonté que cet espace public, cette ville qui se transforme, qui s'équipe, nous soyons en situation de mieux le maîtriser, de façon à ce que les Courneviennes et les Courneviennes, dans leur déplacement, dans leur déambulation, puissent se sentir dans leur ville, mieux se l'approprier, et ainsi en faire une ville pleine de ressources, pleine de dynamisme, pleine d'envie, et dans laquelle les gens se sentent bien, même si, bien évidemment, parallèlement, nous allons discuter avec le préfet, dans le cadre du contrat local de sécurité, sur les de la police nationale, indispensables pour, je dirais, s'attaquer à ce qu'on appelle la délinquance dure, organisée, qui pose des problèmes importants dans un certain nombre de donc, voilà, je dirais une dynamique qui est déjà bien engagée, va nous occuper les mois qui arrivent, quoi. Juste un mot avant qu'on s'arrête sur une question qui relève du petit badge jaune que vous avez et qui peut être distribué, c'est-à-dire la question du tramway, on va y venir, mais on le disait tout à l'heure, quand vous avez choisi de faire cette conférence de rentrée ici, dans cette maison, elle avait été inaugurée à la mi-novembre à l'issue de tremplins citoyens. Est-ce que cette démarche qui consiste à mettre une série de projets, de décisions en débat dans la population, vous allez la poursuivre ou est-ce que maintenant que vous êtes élu, à la limite, il n'y a plus besoin de tremplins citoyens? Je dis, en gros, cette question de la participation citoyenne, c'est notre ADN. Moi, ma conception du rôle de maire, c'est pas le maire qui, je dirais, dans sa tour d'ivoire, qui décide de tout seul. Il y a déjà une équipe, mais même au-delà de cette équipe, je dirais, les affaires de la ville, les affaires de la commune, avec les incidences régionales, départementales, nationales, voire internationales, c'est d'abord l'affaire des Courneviennes et des Courneviens. Et donc, cette question de favoriser la participation du plus grand nombre, permettre à chacune et chacun de s'approprier les enjeux auxquels nous sommes confrontés, créer les conditions qu'ensemble nous soyons en situation de décider de ce qu'il est le plus opportun de faire, voire de se donner les moyens de se rassembler pour faire bouger les lignes aussi, pour créer les conditions que ce que nous considérons ensemble bon pour les Courneviennes et les Courneviennes, nous ayons les moyens de le mettre en œuvre. Ça reste fondamentalement la matrice de l'animation du travail qu'on souhaite impulser dans cette municipalité. De ce point de vue-là, nous allons rediscuter très, très prochainement au niveau de la municipalité pour examiner comment revivifier, redynamiser l'ensemble de nos pratiques de démocratie directe, à travers la maison des citoyens, de la maison de la citoyenneté, à travers les 2 centres sociaux, les 2 maisons pour tous dont je parlais, mais aussi les maisons de quartier qui sont autant de points de contact avec les habitants. Et nous allons faire tout cela dans le cadre des prochains comités de voisinage qui, là aussi, que nous souhaitons revisiter pour permettre à plus de Courneviennes et Courneviennes d'y participer, d'être acteurs, pas seulement de venir interroger l'élu sur ce qu'il faut ou pas. Bien évidemment, on est là aussi pour rendre des comptes, mais aussi pour regarder ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour faire en sorte que les choses se passent mieux dans notre quartier, des besoins qui existent, des moyens
nécessaires à aller chercher pour créer les conditions d'avoir, je dirais, les réponses aux attentes légitimes qui s'expriment dans les différents quartiers de notre ville. Donc, ça va rester une matrice forte. Nous irons vers plusieurs initiatives relativement importantes. Au printemps prochain, nous organiserons les États généraux de la culture. Vers la fin de l'année prochaine, nous organiserons de nouveau, alors je ne sais pas si ça s'appellera le tremplin citoyen ou ça aura un autre nom, mais des rencontres, je dirais, au niveau de la ville pour permettre de fédérer tout ce qui se dit dans les différents quartiers. Nous allons, pour 2016, organiser un deuxième forum jeune qui va tirer les enseignements du premier et créer les conditions de se projeter avec la jeunesse qui est quand même l'énergie vitale de notre ville. On est la moyenne, 30% de la ville a moins de 19 ans. Et donc, c'est dire combien la jeunesse est une question majeure pour les questions d'emploi, pour les questions de formation. Et donc, nous souhaitons que cette attente de la jeunesse, mais aussi les énergies qu'elle a, les capacités de mobilisation, d'implication qui la caractérisent, nous les mettions à profit pour je dirais, booster un petit peu l'ensemble de notre travail et permettre à notre ville de continuer à avancer, d'autant que on est une ville en plein développement. On est une ville qui, je dirais, s'est déjà beaucoup transformée, mais je préfère le dire à chacune et chacun ici. Le mandat dans lequel je suis complètement engagé jusqu'à son terme va voir notre ville se transformer encore plus et plus vite que ce que nous avons connu ces dernières années. C'est la préparation de l'accueil de la gare des 6 routes, du grand métro, du super métro, du Paris Express. C'est la Banque de France qui va, et on était en réunion hier soir avec eux, où les travaux vont commencer pour modifier et ouvrir ce site de 8 hectares de Babcock et permettre une alternative sur ce site et de relier tout le quartier de la gare au quartier des 4 routes. C'est Eurocopter qui va lui aussi, ce site qui va muter dans les 3-4 années qui viennent. C'est le centre-ville avec les projets de l'ANRU. Donc c'est une ville qui va profondément continuer à se transformer à vitesse accélérée. C'est KDI que nous avons racheté, qui va lui aussi muter, qui va contribuer à être un élément majeur dans la construction du centre-ville que nous voulons, dont nous posons les premières pierres aujourd'hui, avec la médiathèque et le centre administratif, le nouveau centre de santé qui va venir dès la fin 2016 accompagner cela. Et donc on voit bien que voilà, cette ville va se transformer, va avancer, et il faut que cette transformation, ces évolutions, la jeunesse, elle soit au cœur de ces dynamiques-là, dans la capacité à apporter sa contribution, au cœur dans les perspectives que ça peut lui ouvrir en matière de réponse à leurs besoins, de logement, mais aussi de formation, d'emploi, parce que ce sont des enjeux, et c'est pour cela que voilà, nous avons aussi besoin de beaucoup de sous et que nous allons nous battre pour avoir les moyens de porter ensemble avec les Courneuviennes et les Courneuviens l'ensemble de ces ambitions. Et besoin de transport aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le T1 ? Vous avez un badge rénové mon tramway, il y a des affiches, on en voit une là, il y en a dans la ville. Niveau lenteur, notre tramway, c'est le meilleur, donc on comprend tout de suite que ce n'est pas la RATP qui a commandité la campagne. Chez nous, le tramway passe des fois. Qu'est-ce qui se passe avec le tramway ? Quel est le sens de cette campagne que vous lancez ? Le tramway, ça a été une révolution pour laquelle Jeanne, qui est ici présent, s'est battu avec succès et qui a apporté un souffle d'oxygène à cette ville dans la capacité de se déplacer pour les Courneuviennes et les Courneuviens absolument extraordinaire. C'est un équipement qui s'est installé en juillet 92 et donc qui a fait énormément de bien dans la capacité des Courneuviens à se déplacer. Sauf que depuis janvier 92, c'est un équipement qui, a contribué à gagner en attractivité. On est passé de moins de 50 000 usagers jour dans le tramway à 120 000 usagers jour aujourd'hui sur le tramway. C'est un tramway qui s'est connecté, c'est-à-dire qu'avant c'était
Saint-Denis-Bobigny. Maintenant, il va du côté de Noisy-le-Sec, vers Montreuil. De l'autre côté, il va jusqu'à Gennevilliers et pour prolonger vers Nanterre. Et donc, c'est un tramway qui a besoin d'être profondément rénové pour créer les conditions de continuer à transporter Vienne et Cournevienne, mais l'ensemble de celles et ceux qui, je dirais, utilisent le tramway sont convenables. Or, on nous dit, même si ce tramway a 21 ans, le temps d'amortissement d'un tramway, c'est 30 ans. Sans tenir compte de sa fréquentation, de l'état dans lequel il est, et donc des réalités. Et donc nous disons, nous, on ne veut pas attendre 2023, parce que c'est ce qu'on nous annonce, 2023 pour la rénovation des tramways, et donc de vivre encore pratiquement une dizaine d'années dans la situation dans laquelle on est. Et donc nous, en tant que collectivité, on a pris nos engagements et on va rediscuter avec l'objectif là-dessus pour que, en termes d'aménagement routier, les choses qui sont de notre responsabilité soient faites, mais il faut que le syndicat des transports d'Île-de-France accepte de revoir sa copie et crée les conditions de, sans attendre, engager le processus de rénovation de ce tramway, déjà en augmentant le nombre de rames. On est aujourd'hui un tramway qui est passé de 17,5 de moyenne, je dirais, en circulation de un km/h. On est aujourd'hui à moins de 15 km/h de moyenne, c'est-à-dire 2,5 km. La moyenne des tramways aujourd'hui, on est plus près des 20 km/h. Donc on voit bien que la qualité, je dirais, de transport s'est dégradée. C'est un tramway qui fait du bruit, dans lequel les gens sont compressés du matin au soir. Et donc il y a besoin de cette rénovation rapidement, de créer les conditions que, sans attendre, il y ait de nouvelles rames qui viennent renforcer les rames existantes. Et c'est le sens de cette bataille pour, là aussi, faire bouger les lignes du syndicat des transports d'Île-de-France et de considérer que ce tramway qui a ouvert, quelque part, je dirais, le développement des tramways dont tout le monde se félicite aujourd'hui, alors qu'à l'époque, nous étions traités de vieux ringards, mais il faut que maintenant, nous ne soyons pas les ringards du tramway, nous ayons un tramway, la ville change, il faut que le tramway change pour être à l'unisson de ce qu'attendent les Courneviennes et les Courneviens. C'est le sens de la campagne que nous relançons aujourd'hui, avec la volonté de collecter des milliers de pétitions. On en a plus de déjà pratiquement 2000 collectés comme ça, plus 1000 sur le site internet de la ville, pour aller en délégation au syndicat des transports d'Île-de-France début octobre, leur dire maintenant, il faut qu'on se mette sérieusement autour de la table pour que vous revoyiez votre copie et créer les conditions d'ouvrir des perspectives de rénovation de cette ligne qui permettent de donner aux Courneviennes et aux Courneviens une autre vision de ce qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien. Alors vous disiez effectivement le T1 maintenant s'est prolongé, il arrive jusqu'à Gennevilliers. On a reçu un message du maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, qui dit qu'il estime que l'arrivée du T1 à Gennevilliers a transformé la vie de milliers d'habitants et de salariés de sa ville. Mais il rappelle que la qualité des transports des passagers ne doit pas être oubliée et c'est pourquoi il dit qu'il soutient totalement l'initiative de Gilles Poux, maire de la Courneuve, auprès du STIF, portant ses revendications de voyageurs. Il ajoute qu'à l'image du tramway de Paris, et sans attendre 2023, le T1 doit être non seulement utile, mais agréable à ceux et à celles qui l'empruntent quotidiennement et qui habitent sur le trajet du tram. Donc on voit qu'il y a un écho sans doute qui va aller au-delà de la Courneuve. Avant qu'on voit vos quelques questions, je vous propose justement qu'on termine sur cette question du tramway en regardant un film qui a été réalisé et qui rassemble un certain nombre de propos et d'avis sur cette question du T1 et de sa rénovation. On le regarde 2-3 minutes et puis après, on verra les questions que vous souhaitez poser. Oui, je prends le T1. Oui, tous les jours. Presque 2 fois par jour. Moi aussi, je prends le T1. Tous les jours. Pour aller au travail, à la Courneuve. Oui, je prends le T1. Les conditions de transport dans le T1, affreux. C'est infernal. Là, on est tous serrés.
Il n'y a pas de place. Oh là là. On est un peu collé serré avec les autres passants. Il n'y a pas assez de place, on se demande pourquoi on met un ticket. C'est galère, galère, galère. Le tramway est bien lent. On attend 15 minutes généralement. Ouais, on arrive toujours en retard au travail. Alors là, On traite mieux les animaux dans les transports que les Courneviens dans le T1. Le T1 en un mot, je pense que C'est dur ce que vous me demandez. galère. Un cauchemar. Une étable. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? l'attente. Vieux. En tout cas, il y a des jours, c'est insupportable. Comment améliorer le T1? Vaste question. Changer le tram carrément. La fréquence, plus de fréquence. Plus de tramway. Je pense qu'il faudrait augmenter le nombre de T1 par heure, diminuer l'attente. Oh là là, qui a au moins tous les 3 minutes. Un coup de joli et de fleuri sur les dalles du tramway. Le rénover tout simplement. Le tram devrait être prioritaire. Il faut que tous les Courneviens signent la pétition et aient le courage de dire ce qu'ils pensent. Signer la pétition. Vous signez la pétition. Signer la pétition. Signez la pétition. Tous les jours, vous le prenez le terrain. Alors venez signer la pétition. Merci. Le T1, c'est la Zermie. Bon, si j'ai bien compris, la pétition. Qui souhaite intervenir? On se prend un petit peu de temps. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas forcément été abordées, si vous voulez revenir sur ce tour d'horizon qu'on a fait avec le maire, il y a un micro de chaque côté. Allez-y. Bonjour Monsieur le maire, bonjour messieurs, dames. Moi je voudrais intervenir en tant que riveraine de la rue Rateau par rapport à une question d'actualité portant sur les data centers. Il y a plusieurs articles qui sont parus sur Mediapart au mois d'août et ensuite sur Libération le 24 août qui indiquent que les data centers sont des monstres énergivores et j'ai également un courrier de cabinets d'architecture qui travaillent habituellement avec les collectivités et qui indiquent que par la nature de ce qui est stocké dans ces data centers, cela représente un danger pour les habitants et que ce n'est vraiment pas du tout non plus très bon pour l'environnement. Est-ce que vous avez lu ces articles et qu'est-ce que vous comptez faire quand vous parlez d'un quartier qui mute et que nos maisons sont situées dans la rue Rateau à 10 mètres du data center? Comment est-ce que cette mutation peut-elle avoir une vision d'avenir puisque en décembre 2015, nous allons accueillir la conférence sur le plan climat et sur le dérèglement climatique par rapport à ces monstres énergivores qui ne donnent pas d'emploi et qui sont des hangars, voilà, tout simplement des hangars. Merci. On prend d'autres questions et puis on répondra de façon plus générale. Qui souhaite le micro? Oui, juste ici. Quatrièmement, levez bien la main pour qu'on vous repère. Allez-y. Bonjour, je suis Jeannette Tessier, je suis animatrice du mouvement Femmes Solidaires et du comité de promotion des droits des femmes. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez dit que le gouvernement, c'était la continuité. Moi, je pense que dans un domaine, c'est un recul important. Dans ce gouvernement, il y a maintenant seulement une secrétaire d'État aux droits des femmes et le ministère de plein droit n'existe plus. Donc je pense que c'est un recul, parce que si autrement on mettrait que des secrétaires d'État, quoi, si c'était la même chose. Et je pense que c'est pas sans conséquence sur la vie des femmes dans le pays. Surtout que c'est dans un contexte de restrictions
austérité. Par exemple, je lisais que la CAF allait diminuer son budget et les conséquences, c'est moins d'argent pour les crèches. Dans le contexte du risque de la fermeture de la maternité des Lilas et du centre IVG, grande conquête des femmes et des droits des femmes. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose et que ça aura même des conséquences internationales. Je m'explique. À la dernière séance de l'ONU, Madame Najat Vallaud-Belkacem a pu intervenir au nom de la France sur les droits des femmes, ce qu'elle ne pourra plus faire maintenant, alors que dans le monde entier, il y a des viols, des mariages forcés, des tueries de femmes. Et donc la voix de la France, à mon avis, sera moins entendue. Ça aura aussi des conséquences, je pense, sur des femmes, par exemple à La Courneuve, qui attendent des modifications des conventions étrangères avec les pays étrangers, alors que nous, on rétrograde le rôle du gouvernement sur ces questions des droits des femmes, quelle crédibilité on aura? Donc je voudrais demander des associations féministes, des élus, des partis politiques ont protesté et manifesté mardi dernier. Donc je voulais avoir l'avis du maire et savoir comment la ville de La Courneuve peut s'engager pour le rétablissement d'un ministère des droits des femmes. Merci. Qui d'autre souhaite intervenir? Alors si vous êtes à l'extérieur pour suivre cette conférence, les micros sont là, donc vous nous rejoignez et vous pourrez intervenir. Il y a deux demandes de parole, 3 même. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. On a bien compris que les malheurs de Courneuviens ne sont qu'à leur début avec les socialistes au pouvoir, et surtout à la Cour. Donc, monsieur le maire, un de vos slogans de campagne, si je me rappelle bien, c'était « Travaillons avec les socialistes pour mieux défendre les intérêts des Courneuviens ». Concernant la question du T1, le président de la région d'Île-de-France et du STIF, c'est un socialiste, Jean-Paul Huchon, qui est très bon ami avec la majorité avec laquelle vous dirigez la ville. Donc, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a, à ce jour, au vu de la pétition qui avance de jour en jour, y a-t-il une intervention de la part des socialistes de La Courneuve pour interpeller directement Jean-Paul Huchon, qui est de leur majorité et qui est ami? Et une deuxième question, concernant la banderole en soutien au peuple palestinien que vous avez accrochée sur les murs de la ville, les murs de la mairie plutôt. Déjà, je tenais à vous féliciter. Et deuxièmement, sur cette banderole, il y a un petit problème. On connaît votre attachement aux valeurs humaines, etc., votre défense de la cause palestinienne. Il n'y a aucun doute là-dessus, monsieur le maire, y compris celle des communistes. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Vous avez condamné, avec des mots fermement, vous avez condamné le massacre parce que 2100 Palestiniens tués pour 3 civils israéliens tués, on ne compare pas la comparable. J'ai un petit problème avec votre majorité. Comment un des grands responsables de cette majorité avec qui vous cohabitez n'a même pas eu un mot de condamnation vis-à-vis de ce massacre? Juste, les seuls mots qu'il a eus sur ce massacre-là, c'était de dire « nous appelons la communauté internationale à agir », plutôt que de condamner. Et c'était juste un éclaircissement, si vous pouvez me permettre. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez relever? Donc, tenez, passez le micro juste là, et ensuite on ira, je crois, de l'autre côté, au fond, vers vous. Allez-y. Oui, bonjour Monsieur le maire. Donc, je travaille comme SVP, service prévention sécurité. Et je vais revenir peut-être sur une question par rapport à l'éducation nationale, notre entrée compliquée. Et je vais faire un parallèle par rapport à aussi les zones d'éducation donc prioritaires dont la Courneuve ferait partie, ou certaines écoles. Tout en étant en zone d'éducation prioritaire, on voit qu'on n'y arrive pas, que nos écoles sont surchargées et que les classes ont du mal à s'ouvrir cette année en maternelle. Et on fait partie d'une zone d'éducation prioritaire. Donc, par rapport à l'obligation pratiquement de monter une police municipale qui va passer bientôt là, au mois d'octobre au niveau du BM, moi je vais faire un raccord parce que l'État, il ne faut pas quand même qu'il se débine de ses responsabilités
et qu'on a comme moyen pour faire une zone de sécurité prioritaire à la Courneuve, ou au moins dans certains quartiers de la Courneuve. Ce qui nous amènerait des effectifs de police nationale supplémentaires et des moyens financiers. Et je dis bien de police nationale, où l'État, c'est bien facile de se dédouaner derrière les communes, encore une fois, si on est forcé de faire des policiers municipaux. Le problème qu'il y a, c'est que ce serait toute la Courneuve qui devrait être en zone de sécurité prioritaire et pas certains quartiers. Parce que certains quartiers, on verra arriver quelques véhicules de CRS amenés par la préfecture qui resteront dans ces quartiers. Si c'est toute la ville, on aura des moyens financiers et de police. Dans l'optique surtout du Grand Paris, qui va nous amener une grande gare, qui risque de nous amener aussi des désagréments, ça on ne peut pas avoir que le bon côté de la gare, tout en sachant que le commissariat s'occupe de 3 communes, le Bourget, Duny, la Courneuve. Donc je pense qu'il faut absolument pousser pour qu'on ait tous les moyens d'avoir une zone de sécurité prioritaire. Là, en fait, c'est l'État, il faut aller pousser chez le préfet. Je sais que dans toutes les réunions de projets de service qu'on est en train de faire en ce moment et on n'a pas terminé, ces questions-là sont posées. On essaye de pousser vraiment pour que le dossier soit complet, pour que vous puissiez l'amener au préfet. Voilà, c'était ma question. Merci. Est-ce qu'on peut aller... Vous relevez la main, c'était tout au fond. Oui. Allez-y. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur Asnoun, ça fait 35 ans que je suis à la Courneuve. Bon, je vous remercie quand je vous écris, vous me répondez. Et quand je vous écris, c'est pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Pour ça, je vous remercie parce que vous me répondez à chaque fois. Là, je voulais intervenir tout à l'heure au niveau de la sécurité. La sécurité, parce que je constate ces dernières années que nous vivons, la majorité des Courneuviens vivent avec le stress. Je voulais dire aussi que c'est très rare où j'interviens, je suis quelqu'un de discret, et c'est rare où j'assiste à vos réunions ou à des débats pour des raisons justement personnelles. C'est très rare. Donc, j'y tenais juste à vous dire qu'au niveau de la sécurité ces derniers temps, ça se dégrade. Nos femmes, quand elles sortent, on est inquiet. Après, je vous dis pourquoi. Les enfants aussi. Pour preuve, j'ai actuellement mon épouse qui est à l'hôpital. Dimanche, à 17h, elle s'est fait agresser, arracher le sac par deux petits gamins. Là, je ne peux pas vous dire le diagnostic. C'est pour ça que je suis très en colère et j'y tenais à assister à cette réunion pour vous en parler. J'allais vous remettre cette lettre pour participer. Mais bon, la colère a fait que je vous interpelle. Et croyez-moi que je m'y attendais un peu à ça. Hein, parce que quand elle part sur Paris travailler, je suis obligé de l'attendre. Et je vois qu'est-ce qui se passe dans les tramways. Des fois, j'interviens en mettant ma vie en danger, c'est normal. Quand je vois une personne âgée en train de se faire voler ou agresser, et il fallait que ça arrive à la mienne. Donc dimanche, c'est du côté du chemin, du petit chemin Pont-Neuf. Elle allait rendre visite à une amie à elle. Et puis voilà. Diagnostic, là c'est des coups de scanner, 3 scanners, je ne vous dis pas la suite. Ça fait 35 ans que je suis à la Courneuve, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des éducateurs qui sont chez vous, je suis content, parce que je les ai vus très jeunes. Je suis leurs études, d'ailleurs de temps en temps je leur donne des conseils. Mais là vraiment c'est la goutte qui a débordé le vase. Et je m'attendais un peu ça, pour vous dire la vérité. Merci. Et je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait à la Courneuve, etc. Parce que vous avez fait beaucoup de choses, mais c'est dommage que d'autre côté, ça ne suit pas. Et je suis désolé d'intervenir parce que vraiment, je suis quelqu'un de discret. Mais je n'aime pas m'afficher. Le maire va réagir aussi à l'intervention. Merci. Est-ce qu'il y a une autre demande de parole de ce côté? Je crois que j'avais vu une main. Oui. Allez-y. Excusez-moi. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, messieurs, dames. Moi, c'est une question d'ordre un peu personnel. Alors, je voudrais juste vous demander, est-ce qu'on peut
en dehors de ces occasions, parce que en dehors des échéances électorales, quand on vient solliciter une audience, on est confronté à un mur. Alors moi, j'ai des problèmes qui dépassent de très loin le tramway, parce que ça, c'est, vous parlez du cadre de vie, mais moi, je parle du droit à la vie. Moi, mes enfants, ils habitaient la rue Paul Vaillant-Couturier, que vous avez expulsé après 2 années d'occupation de cet appartement et qui payaient le loyer. Ils ont été expulsés par la police sans aucun ordre ou une réquisition du procureur, ni d'un arrêté émanant de vos services. Ils étaient accompagnés par la police parce qu'ils étaient jeunes, ils étaient leurrés bien sûr. Ils sont venus vous voir se plaindre pendant 3 matinées et à chaque fois ils sont évacués par la police, ils ont été mis dehors et puis on leur sortait la loi Dallot. Des jeunes, d'un étudiant d'ailleurs qui a séché l'année passée, il n'a pas été parce qu'il n'avait pas au créché, il se dépannait chaque semaine chez des copains à lui, chaque fois où il est. Cette année, il ne peut pas reprendre parce qu'il n'a pas de toit. Bon, moi, je suis à l'hôtel, je ne peux pas aussi le prendre. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir au moins une chance un jour de vous rencontrer et quitte à ne pas être satisfait, la demande ne soit pas satisfaite, mais du moins présenter nos doléances en étant ex-citoyen de la Courneuve. Et ça, je le dis, c'est parce que je me sens un peu réconforté quand je vois la maison de la citoyenneté, qui a normalement une importance réconfortante. Merci. Merci, monsieur. Je n'ai pas vu d'autres questions, d'autres demandes de parole, donc on va reprendre l'ensemble de ces questions avec le maire. On était parti du data center. Il y avait une question, je ramasse ça, sur la suppression du ministère des droits des femmes. Une double question, mais qui renvoyait un peu à ce que vous avez dit sur la majorité tout à l'heure. Des questions sur la sécurité, 2 questions sur la sécurité, et puis la dernière interpellation. Oui, sur les data centers, que ça soit pas qu'un data center ne soit pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on pourrait souhaiter comme activité économique, entre la place que ça occupe et le nombre d'emplois que ça crée, c'est une évidence. Après, les data centers, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, je dirais, c'est un outil industriel qui est lié à ce qu'est aujourd'hui la vie que nous avons. C'est-à-dire que nous utilisons tous, moi j'en ai un téléphone portable, j'ai un ordinateur, j'envoie des mails, je reçois des mails. Et donc, ça nécessite que toutes ces données informatiques qui transitent puissent être stockées, sécurisées pour les entreprises. Y compris, il y a de plus en plus d'entreprises qui... La mairie de la Courneuve, nous avons notre data center dans la mairie de la Courneuve, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, nous avons notre, je dirais, stockage informatique, etc. Il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de ne plus avoir en interne leur stockage des données informatiques et qui je dirais, le donnent à des entreprises avec des data centers parce que c'est plus commode, c'est plus sécure, c'est plus fiable. Et donc, ça leur permet de fonctionner en toute sécurité. Et donc, c'est intimement lié à la modernisation de notre économie et de nos pratiques de citoyens. Si on veut que toutes ces informations transitent, puissent être utiles, puissent être arrivées à destination, qu'elles puissent être stockées pour être renvoyées, etc. Et ça, c'est le rôle des data centers. Et donc, on peut déplorer qu'ils existent, sauf que s'ils n'existaient pas, mais l'ensemble de notre mode de fonctionnement d'aujourd'hui, je dirais, ne pourrait pas continuer à fonctionner. Et donc, il faut bien que ça soit stocké. Donc, l'objectif de Data Center qui est Rurato, après, j'ai lu les articles, je me refuse à être dans cette stigmatisation en disant que c'est des bombes, parce qu'il y a quelques groupes électrogènes avec des réservoirs qui sont là pour faire fonctionner ces groupes électrogènes, et que tout ça, je dirais, a vocation à exploser.
voilà, je pense que si c'est ça, il ne faut plus qu'on ait une station-service, parce que voilà, il y a de l'essence qui est stockée également, y compris en ville. Donc, à partir du moment où les mesures de sécurité sont prises, ce sont des réservoirs qui ont des doubles coques, qui sont pour la plupart enterrés, et donc qui sont d'ailleurs à l'arrière des bâtiments et non pas sur la rue, ce qui fait même si par, je dirais, catastrophe éventuelle, il se passait un incident, avant que l'incident qui se passe, je dirais, à l'endroit où sont stockées ces réserves de carburant et, je dirais, les usagers, voire le voisinage, les mesures de sécurité seraient aptes à prendre toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai travaillé et sur lequel j'ai attaché une grande importance. Je rappelle que voilà, ce site qui était préalablement, je dirais, pratiquement une casse automobile et puis ensuite un lieu d'accueil des camions bennes à ordures, je dirais, ce qui est aujourd'hui en place est quand même beaucoup plus valorisant pour, je dirais, le quartier. Voilà, même si chacun a le droit d'avoir et de garder son sentiment dessus. Sur la question, moi je suis un peu comme toi, Jeannette, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait plus un ministère de plein exercice a amoindri la voix officielle de la France, parce que dans les instances internationales, un secrétaire de l'État n'a pas la même hiérarchie qu'un ministre de plein exercice. Et donc, sur la scène internationale, c'est affadir, amoindrir la parole de la France. Et je dirais, la France jouit de ce pays des droits de l'homme, au sens générique hommes et femmes. Et donc, amoindrir cette crédibilité que nous avons, que notre histoire a portée, je trouve que c'est préoccupant, dommageable, et que les mobilisations qui sont en cours pour créer les conditions que nous revenions vers un ministère de plein exercice me semblent totalement légitimes, et personnellement j'y adhère complètement, y compris ce que nous faisons dans notre ville avec le comité des droits des femmes, qui est porté par Corinne Cadaille aujourd'hui, mais dans lequel Muguet Jacquin, qui l'a, je dirais, porté de vigueur pendant tant d'années, va continuer à être, je dirais, un acteur précisément de cette question du droit des femmes, de la place des femmes, de l'égalité des femmes, je dirais, dans la cité, et contribuer ainsi aussi à porter ces exigences au niveau je dirais, du gouvernement. Après, sur la majorité, moi je l'ai dit, je suis, voilà, je trouve qu'on a une belle municipalité diverse, avec des socialistes, des communistes, des radicaux, des citoyens, qui travaillent, je dirais, de façon intelligente, qui travaillent bien. Et donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que, je dirais, les communistes, les socialistes, on est d'accord sur tout, que d'ailleurs, entre y compris dans chacun de nos partis, on est d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tout, mais il y a une volonté de ce programme municipal qui était, le titre, c'était pas en avant avec les socialistes, c'était en avant la Courneuve, c'était ça le titre, hein, c'était ça, en avant la Courneuve. Et donc, il y a cette volonté de porter ce programme de progrès social bien ancré à gauche, qui nous est, dans cette majorité et dans sa diversité, je le disais tout à l'heure, chevillé au corps, et c'est ça qui sera notre seule ligne de conduite, et y compris pour bousculer des institutions. Et Stéphane Troussel fait plaisir de nous rejoindre parce qu'il était retenu à l'extérieur. Je sais que par exemple sur le T1, en tant que président du Conseil général, il a d'ores et déjà interpellé le STIF dans l'occasion de réunions plénières sur cette question pour accompagner. Et je crois que plus on sera pesé, y compris dans nos différentes responsabilités, mieux ça sera dans l'intérêt des Courneuviennes et des Courneviens. Sur la question de la sécurité, c'est une question éminemment prégnante. La banderole, ben oui, on l'assume complètement, cette municipalité l'assume. Moi, je n'ai pas lu
J'avais dit éventuellement, je dirais le groupe socialiste, mais j'ai pas eu le sentiment qui est, quand on a posé cette banderole de désaccord, ils sont pas venus me voir en me disant Gilles, t'as mordu le trait, c'est pas possible d'avoir mis une banderole comme celle-là. Et donc voilà, il n'y a pas eu de souci par rapport à cette par rapport au soutien globalement vis-à-vis de la Palestine. Sur les questions de sécurité, bon, j'entends, je dirais ce que vous avez dit, avec votre femme qui est agressée, il n'y a rien de terrible, et quand on connaît aujourd'hui sur une ville comme La Courneuve, grosso modo, 500 actes violents à la personne, plus ou moins, mais même si on nous fait que quand on est en téléphone, nous arracher le portable, même s'il n'y a pas de coup, mais qu'on nous fait que nous l'arracher, c'est absolument traumatisant. Et c'est d'une violence inouïe. Et quand, je dirais, on passe un cap où la personne reçoit des coups pour lui voler son sac, son portefeuille ou ses affaires, c'est absolument insupportable. Et pour avoir connu ça, je dirais, dans ma proche famille, je sais ce que ça veut dire. Je dirais bien évidemment là-dessus, il faut que voilà, nous continuons à être complètement mobilisés pour créer les conditions que nous ayons des moyens de police nationale à la hauteur des enjeux d'un territoire comme le nôtre. Et je le dis aujourd'hui très franchement, pour avoir discuté avec le commissaire avant son changement, puisqu'on vient de changer de commissaire tout récemment. Et oui, c'est des postes qui restent maximum 3 ans. Lui est resté 2 ans et demi, donc il est parti dans le Val d'Oise sur les équipes de nuit. Il me faisait part que, autant La Courneuve avait été, entre guillemets, relativement privilégiée, et donc n'avait pas, je dirais, subi des filochages de ses effectifs ces dernières années, autant depuis 4-5 mois, cette réalité avait un petit peu changé et qui commençait aujourd'hui à être, je dirais, en difficulté pour continuer à assurer l'ensemble des missions qu'il assurait précédemment. Donc, moi, j'ai déjà demandé au mois de juin une rencontre avec le préfet. Il m'a promis de me la donner à la rentrée. Je l'attends. On va le relancer très rapidement pour que voilà, la police nationale, qui a vocation à assurer la sécurité des citoyens, fasse et les moyens de jouer son rôle sur notre territoire. Ceci étant dit, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était que voilà, on est une ville qui bouge, qui change. Au mois de mars, par exemple, nous allons livrer 2 hectares d'espace vert dans le centre-ville, enfin, jardin public, square, Poincaré, Carène Prenant. Il y a d'autres squares dans la ville, il y a des trottoirs, etc. Et donc, nous avons décidé de réfléchir pour refonder un petit peu l'ensemble de notre organisation, pour regarder, repréciser le rôle des médiateurs, leur organisation, le rôle de l'union, mais aussi de se doter des moyens de police municipale, y compris pour pouvoir faire respecter des réglementations. Par exemple, aujourd'hui, sur les 4 routes, on est envahi par les vendeurs à la sauvette. Moi, quand il y va, en gros, ils font le travail, ils disent aux gens, il ne faut pas que vous restiez, ou les médiateurs disent, il ne faut pas que vous restiez, sauf qu'ils n'ont aucune autorité pour le faire. Et malheureusement, voilà, la police, à force de la solliciter, quand on arrive à se mettre d'accord avec eux, on va faire une opération coup de poing, on va en faire 2 et puis ils vont passer à autre chose, c'est-à-dire aux actes délictueux plus préoccupants, plus graves. Trafic de drogue, vol-violence, vol à l'arraché, tous ces phénomènes-là. Et donc on va se retrouver dans une situation, on ne va plus être en situation d'efficacité. Donc nous souhaitons, avec cette police municipale, sur tout ce qui est la réglementation de l'espace public, le respect de l'espace public, la régulation de l'espace public, créer les conditions de nous donner un minimum de socle de moyens qui fait que, y compris en lien avec les évolutions de la réglementation dans la fonction publique, il y a des choses aujourd'hui que, de police du maire, si je n'ai pas une police municipale créée, il y a des pouvoirs de police que je ne peux exercer parce que j'ai aucun autre personnel communal qui peut se substituer à moi pour exercer ces pouvoirs de police qui
donné de par, je dirais, la loi. Et donc c'est le choix que nous avons fait de façon à créer les conditions d'être dans un juste équilibre et créer les conditions ainsi d'être un outil de pacification de l'espace public, de régulation de l'espace public, de dissuasion dans l'espace public, et en gardant toutes nos exigences vis-à-vis de la police nationale et des moyens qu'elle doit, nous donner sur un territoire comme le nôtre. Sur l'avenue Paul-Valéry Couturier, j'ai entendu ce que vous avez dit. Ce que je veux dire clairement à tout le monde, c'est que s'il y a eu une expulsion, y compris avec les forces de police, c'est que nous n'étions pas, je dirais, dans une situation normale. Je ne connais pas précisément l'adresse dont vous parlez. Pour la bonne et simple raison, c'est que personnellement, moi, j'ai pris un arrêté anti-expulsion au mois de mars, de façon à créer les conditions que tous les gens qui sont en situation de location normale, chez un bailleur social, chez un bailleur privé, ne puissent être expulsés parce qu'il est en difficulté financière. Pour subodorer le cas dont il s'agit, si je ne me trompe pas, mais on en discutera et je vous accorderai, Madame Saïd est à votre disposition et d'être quelque part par là pour prendre vos coordonnées et on en discutera très tranquillement. C'est sur, un petit bâtiment qui était dans une situation d'inhabitabilité, vérifié par le service hygiène, les services vérifiés par les services hygiène et les services de la préfecture, que nous avions fermé. Les habitants qui étaient dans ce bâtiment, dans cette petite bâtisse, avaient été relogés par nos soins, parce que le propriétaire ne tenait pas ses obligations. Nous avons ensuite, de mémoire, muré ce bâtiment, et ensuite, ce bâtiment a été fracturé pour être réinstallé, et effectivement, l'affaire a duré 2-3 ans, et avec un propriétaire malveillant dans cette affaire-là. Et effectivement, nous avons poursuivi la procédure pour fermer pour des questions de sécurité, parce que les gens qui étaient là-dedans étaient dans une situation de danger. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Et donc, j'assume complètement cette responsabilité pour des questions de sécurité, y compris pour les personnes qui étaient dedans, y compris pour faire cesser aussi ces pratiques de marchands de sommeil auxquelles nous sommes confrontés sur une ville comme la nôtre. Et nous allons redoubler d'efforts pour prononcer des interdictions d'habiter. Je suis d'ailleurs, je préfère vous le dire, nous sommes d'ailleurs, la ville de La Courneuve, en procès avec, une personne qui s'appelle Monsieur But, qui est un marchand de sommeil notoire dans notre ville depuis plus de 30 ans, qui sévit notamment au 115 rue Anatole France, sur lequel nous avons engagé une procédure pour une réappropriation du bien et une transformation pour que les gens qui habitent là puissent avoir des logements dignes de ce nom, et donc de faire une opération acquisition, réhabilitation en lieu et place du propriétaire qui s'y refuse, qui lui habite dans ce même bâtiment, mais au dernier étage, et qui a un appartement de 95 mètres carrés tout à fait convenable, lui, ça c'est évident. Nous sommes dans une difficulté parce que les domaines avaient évalué ce bien à 680 000 €, et donc nous allons, devions, non, 60. J'ai peur de me tromper, donc je ne vais pas dire de chiffre, avait évalué ces biens à un chiffre qui était qui convenable au regard du projet que nous avions de restructuration avec un bailleur social. Et le juge d'expropriation n'a rien trouvé de mieux que de multiplier le chiffre par 3 et de faire comme si cette personne-là, avait un bien, et que les gens qui étaient logés à l'intérieur étaient logés de façon complètement normale et décente. Et donc nous avons engagé procédure auprès du préfet, du juge d'expropriation, du ministère, pour pouvoir récupérer ce bien au prix qui était validé par les domaines, et ainsi créer les conditions d'une véritable alternative
pour les familles qui sont logées dans des conditions absolument déplorables dans ce bâtiment. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants à l'extérieur autour d'un verre, qu'on continue à discuter. Un mot peut-être, il y a un événement dont on n'a pas parlé, mais c'est de tradition aussi, et qui va venir à la Courneuve le week-end prochain, où il y a un certain nombre de personnalités de gauche, de tous les courants de la gauche qui vont se retrouver. C'est un événement culturel aussi, je parle de la fête de l'humanité. Vous y serez ? Oui, j'y serai. Ça ne surprendra personne, mais et je pense que, excusez-moi de cette petite parenthèse, mais voilà, au-delà de l'événement festif, culturel absolument extraordinaire, pour un prix relativement modique, c'est 21 € les trois jours, c'est aussi, ça sera aussi un lieu de rencontre, de débat de toute la gauche, qui a envie que précisément la gauche ne se fourvoie pas, comme je crains qu'elle soit en train de le faire, et que des perspectives porteuses d'avenir puissent renaître. Et donc, ça sera aussi un formidable lieu de rencontre, d'échange, et il y aura un stand, non pas de la Courneuve, de la ville de la Courneuve, mais des communistes de la Courneuve qui sera prêt à accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent y venir et pouvoir profiter, d'autant qu'en plus, une fois n'est pas coutume, il fera beau ce week-end, et donc nous pourrons pleinement en profiter. Voilà. Merci pour votre attention.